Attentat. Le déjeuner englouti, Alice proposa à Enzo de l'accompagner dans les rues de Marseille. Malgré sa connaissance du quartier où il se rendait, prévoyante, elle se munit d'un plan. Ils empruntèrent le métro pour atteindre rapidement leur destination. Enzo abandonna Alice à la table d'un café, où elle se mit à éplucher la presse. 2 heures plus tard, il réapparaissait. Il embrassa les cheveux de sa belle et s'assit à ses côtés. Devant 2 bières bien fraîches, Enzo explicita son rendez-vous. « Ils sont bien, ils ont l'air très bien », répéta-t-il enthousiaste. En fait, ils chapeautent plusieurs ONG. Certaines font dans le médical, d'autres dans l'aide à l'agriculture et le développement de l'irrigation, d'autres encore favorisent l'apprentissage de l'autonomie. Moi, c'est ça qui m'attire. Aider les gens pour qu'ils se débrouillent par eux-mêmes et non pas les assister pour qu'ils deviennent dépendants. « Et tu les intéresses ?» demanda Alice d'une petite voix. Enzo, compatissant, posa sa main sur celle de la jeune fille qui fuyait son regard. « Je crains que oui. Les connaissances que j'ai, l'idée de fabriquer des fours solaires, ça les séduit. Maintenant, le parcours ne fait que commencer. Je dois réaliser un certain nombre d'examens médicaux prouvant ma bonne condition physique, rédiger une lettre de motivation béton, et ensuite une commission tranchera s'ils misent sur moi ou pas. S'ils acceptent, je devrais aller là où ils le décideront. C'est l'aventure. » Les yeux d'Enzo se perdirent au loin, déjà rendus au bout du monde. Alice en eut le cœur serré, mais elle avait elle-même établi les règles. Au loin, des sirènes résonnèrent. « Viens, viens avec moi » suggéra soudain Enzo comme sortant de sa torpeur. « Non, non, c'est impossible » regretta Alice, frissonnant au son du vacarme qui s'amplifiait au bout de la ville. « Ma vie n'est pas brillante, mais elle est ici, près de Miranda et de mes parents. » Enzo comprit et n'ajouta rien. « La bonne nouvelle, c'est que tu es encore là pour quelque temps, » reprit Alice d'un ton enjoué. « Je vais te faire visiter toute la région, à moins que tu ne veuilles rencontrer d'autres organismes. » « Pas aujourd'hui en tout cas, et celui-là m'a tellement plu, je vois pas ce que je pourrais trouver de plus ailleurs. » Il s'étira. « Oh, tu as entendu tout à l'heure le grand bang ? On s'est demandé ce qui se passait. »« Oui, mais je ne sais pas non plus, et les sirènes maintenant, ça m'inquiète un peu. »« Bouge pas, je veux voir à l'intérieur s'ils en savent davantage, » répondit Alice. Prestement, elle pénétra dans les shops. Un téléviseur diffusait des images de pagaille, de fumée, d'embouteillage. « C'est où ?» demanda-t-elle naïvement au cafetier en désignant le reportage. « C'est ici, ma petite dame, à Marseille. Vous n'avez pas entendu la déflagration tout à l'heure ? 2 lignes de métro auraient sauté à 10 secondes d'intervalle, en plein centre. C'est la panique partout. »« Mais, balbutia Alice interloquée. Il paraît qu'il y a des centaines de victimes, peut-être des milliers. On suppose que c'est terroriste. »« Oh mon Dieu !» s'exclama Enzo qui venait de rejoindre Alice. « Viens, on y va, il faut qu'on retrouve Miranda !» s'écria Alice au bord de l'hystérie. « Mais elle n'y est sans doute pas. Calme-toi, Alice. Est-ce que tu sais où ça a explosé ? » « C'est la ligne B et F, une à hauteur de la gare et l'autre près de la Canebière, » précisa le patron derrière son bar. « Oh, non, c'est pas vrai, c'est pas possible !» sanglotait Alice. « Écoute, pas de conjecture. La probabilité qu'elle se soit trouvée là-bas est infime. Alors, on y va et tu vas être vite rassurée, d'accord ? » « D'accord, » murmura Alice, tremblant de tous ses membres, malgré la chaleur de la fin de journée. Enzo régla la note et ils se hâtèrent dans les rues. Ils n'imaginaient pas le capharnaüm qui régnait en ville, toutes les lignes de métro étant suspendues. Des embouteillages monstres engluaient la ville. Grâce au plan d'Alice, ils attrapèrent un bus qui, contournant toute la ville, les déposa à quelques kilomètres de l'appartement. D'un bon pas, ils finirent à pied le reste du chemin. Au pied de l'immeuble, Alice se rua à l'intérieur et, malgré une boîte aux lettres verrouillée, gravit 4 à 4 les escaliers. Elle s'immobilisa, essoufflée devant la porte, Enzo sur ses talons. Fébrilement, elle ouvrit et pénétra à l'intérieur. En un instant, elle avait vérifié l'absence de sa sœur.
Abattue, elle s'effondra sur le canapé, Enzo à ses côtés. « Écoute, ça ne veut rien dire. Elle n'est pas encore là, mais elle est peut-être dans les embouteillages. Elle essaie sûrement de revenir, comme nous. Sauf qu'elle, elle n'a pas ton plan. » « Je ne sais pas, réfuta Alice. En fait, j'ai un mauvais pressentiment. Depuis tout à l'heure, ça me noue le cœur, mais c'est comme si une partie de moi savait que je ne la reverrai plus jamais. »« Ne dis pas de bêtises. »« Je ne vais pas pouvoir rester là à attendre, trancha-t-elle en se dégageant soudainement et en se levant. »« Que veux-tu faire ?» interrogea Enzo tandis qu'Alice sillonnait nerveusement la pièce. « Y aller » fit-elle décidée. Finalement, ils ne se déplacèrent pas ce soir-là. La télévision diffusait en boucle toutes les images du chaos du centre-ville. Il aurait été stupide de venir s'y perdre. Une cellule de crise et un numéro vert encadraient la recherche et l'identification des disparus. Après une longue attente, une plus grande fluidité de la ligne permit à Alice de donner enfin le signalement et l'identité de sa sœur. L'opératrice lui assura qu'elle serait rapidement informée en cas de découverte. Une attente interminable commençait pour les deux amoureux. Enzo se voulait optimiste. Si on ne la retrouvait pas, c'est qu'elle n'était pas sur les lieux. Alice angoissait chaque seconde davantage. Si elle ne rentrait pas et n'appelait pas, c'est bien qu'elle était coincée quelque part. Enzo manquait d'arguments et son inquiétude croissait au fil des heures. Les déflagrations avaient creusé un cratère gigantesque dans le quartier de la gare, ce qui expliquait le nombre accru de victimes. Les terroristes s'étaient fait sauter au cœur de la foule. L'objectif meurtrier ne faisait aucun doute. À cet endroit, le couloir de métro se rapprochait de la surface et l'explosion avait soufflé le tunnel, mais aussi défoncé le plafond et la croûte supérieure. Des bâtiments s'étaient partiellement effondrés autour du trou béant, ébranlés au plus profond de leur fondation. Les revendications vinrent d'un groupuscule arabe, la vengeance. Un attentat du même acabit avait échoué quelques jours plus tôt à Paris. Les médias ne transmirent cette information qu'à cet instant. Malgré des forces armées françaises en alerte maximale, les kamikazes, déterminés, avaient esquivé tous les plans de surveillance. Un mode de fonctionnement abominable, au nom d'une religion qu'ils interprétaient à leur convenance. Ces hommes et ces femmes enrôlés clamaient leur dégoût d'une civilisation qui exploitait leurs richesses, piétinait leurs valeurs et asservissait le monde. De quel droit ? La France n'était pas la seule visée. Le même schéma se répétait à Birmingham, Londres, Bonn, Cologne, en Suède. Les États-Unis essuyèrent plusieurs violations du même type. Depuis les malheureux attentats de 2001, initiatiques pour tous les groupes extrémistes, le pays n'en finissait pas de renforcer ses systèmes de sécurité. L'Internet et la démocratisation des outils informatiques ultra puissants permirent pourtant aux terroristes d'orchestrer minutieusement les attentats d'Atlanta, Las Vegas, Dallas et encore Détroit. L'affrontement Occident-Orient ne présageait aucun apaisement. Chaque pénurie, chaque calamité, chaque épidémie embrasait davantage les relations nord-sud. Avec un prix moyen de 450 $ le baril, les échanges pétroliers n'offraient plus aucune transparence. La Chine, première puissance armée et spatiale, concentrait 40% de la consommation pétrolière mondiale. Ce pays impérialiste usait de tous les moyens de pression, dumping, chantage politique, intimidation militaire, violation des traités, blocus envers les pays satellites. L'hyperpuissance américaine appartenait au passé. Les Européens, pris en tenaille entre la menace russe de fermeture des gazoducs et la perte de ses partenaires historiques au profit de la Chine, limitaient les dégâts. Une politique d'indépendance énergétique promulguée dès 2015 permit de modifier le cap du vieux continent. Trop tard, pourtant, puisque l'évolution rapide des cours des matières annihilait les investissements abyssaux. De nuits blanches en journées interminables, l'attente restait vaine. Les deux attentats comptabilisaient 1200 victimes et près de 2000 blessés, séjournant dans les hôpitaux locaux. Toujours sans nouvelles de Miranda, Alice se désespérait. Enzo avait quitté son hôtel de misère pour l'épauler dans son grand malheur. Il s'acharnait à reconstituer le cheminement de Miranda. Rien n'était simple, sans aucune trace des employeurs qu'elle devait rencontrer. Ils prirent contact avec le site pour retrouver les annonces de ce mardi.
Toutes les institutions ou organismes de Marseille subissaient une profonde désorganisation. Ils attendirent le listing plusieurs jours. Par recoupement, ils sélectionnèrent 3 annonces qu'Alice contacta sans attendre. Effectivement, on lui confirma la venue de la jeune candidate aux 2 entretiens. Sa piste se perdait ensuite, peu après 16h30. Si elle avait décidé d'un retour à l'appartement, elle se localisait très probablement à proximité des explosions. Alice aurait donné n'importe quoi pour en être sûre. Elle dut se résigner à l'incertitude. Des angoisses terribles, des cauchemars l'oppressaient la nuit. Elle confia à Enzo ses visions de sa sœur enfermée dans un hangar et l'appelant à l'aide. Par ses recherches sur Internet, Enzo réalisa que l'hallucination culpabilisante qui assaillait Alice se produisait couramment dans le cas de disparitions indéterminées. Cette découverte l'apaisa, il écarta l'idée de perception extralucide. Il retint qu'en pareille situation, la personne affectée demandait inconsciemment présence et écoute, et y investit toute sa personne. Les mois défilaient, le projet d'Enzo stagnait, il attendait sa lettre de mission tandis que les formalités administratives hypothéquaient le départ. Pour parer aux dépenses quotidiennes, il effectuait des missions d'intérim. Il préférait de toute façon demeurer un temps aux côtés d'Alice endeuillée et meurtrie. Alice dépérissait, et Enzo savait que la jeunesse de leur aventure lui interdisait toute brusquerie dans son attitude. Il s'empêchait de la secouer, de lui crier que la vie continuait, qu'elle était jeune, et que, envers et contre tout, elle devait se ressaisir. Le risque qu'Alice sombre dans un alanguissement fatal le tétanisait. Lucas, l'ancien patron de Miranda, la visitait régulièrement. Un jour, Enzo lui confia son désarroi. Lucas l'encouragea. Elle a déjà traversé une terrible épreuve en perdant ses parents. Je ne sais pas comment sont programmés nos organismes et combien de douleurs ils peuvent encaisser. J'ignore ses limites à elle. Elle est restée dans cet état impassible, presque végétatif, plusieurs mois avant de se réveiller un jour. Elle fait son deuil. Elle reviendra vers toi doucement. Tu as raison de ne pas la bousculer. Je pense que tu ferais plus de mal. Mais je sais combien ta place est inconfortable. Elle a de la chance de t'avoir. L'hiver s'écoula dans la douceur des températures. Bientôt Enzo calcula qu'il fêtait le 1er anniversaire de son départ, et plus tristement de sa dernière visite à Colombine. Le chaos gangrénait le monde. Budgétairement à genoux, la France achevait de rompre ses relations de 3 siècles avec certains de ses territoires et départements d'outre-mer les plus dépendants. Impuissante face au couperet de la métropole, ces provinces déstructurées se perdaient dans l'anarchie et la violence. Gourmandes, gênantes, improductives, les anciennes colonies essuyaient tempêtes et autres cyclones, finissant de précariser les misérables existences des habitants. Plus aucune compagnie d'assurance n'assurait les biens et les personnes sur place. Pillés, les magasins affichaient portes closes. La répétition des épisodes de chikungunya en mutation permanente décimait et invalidait chaque année une part croissante de la population. Le risque sanitaire interdisait toute liaison aérienne, précipitant l'anéantissement de ces territoires. À cette même période, en juin 2019, Alice amorçait progressivement sa résurrection. Son visage redécouvrait peu à peu le sourire. Imperceptiblement, davantage chaque jour, elle redevenait enjouée, reprenait des initiatives, dispensait de nouveau ses soins kinésiques. De son côté, Enzo ne remarquait pas cette transition, absorbé qu'il était par son travail. Les réseaux électriques saturés le réclamaient. Les défaillances multiples imposaient une hiérarchie dans le traitement opérationnel. Un hôpital recevait toutes les attentions. De même pour une entreprise à forte masse salariale. Et tant pis pour les petites structures et les particuliers, ils patienteraient. Face au mécontentement grandissant, Enzo jonglait en proposant des alternatives pour orienter les clients exaspérés vers l'autonomie. Un soir harassé, il pénétra dans l'appartement qu'il partageait avec Alice. Une odeur alléchante de cuisine lui chatouilla les narines et lui rendit tout sourire. Alice, radieuse, s'avançait vers lui. « Quelle odeur !» huma Enzo, posant ses clés sur le buffet. « On attend du monde ?»« Ça y est, mon invité est arrivé, » répondit enjôleuse la jolie Alice. Elle se pendit au cou de son amoureux et l'embrassa longuement.
Eh bien, fit celui-ci en reprenant son souffle. Pardonne-moi, Enzo. Toute cette période a été si difficile à traverser. Miranda continue de me hanter, mais je dois poursuivre. Tu vois, je peux maintenant prononcer son nom sans fondre en larmes. Je vais mieux. Tu as été admirable. Alors qu'on se connaissait à peine, tu m'as supporté dans tous les sens du terme. Tu as été si patient. Combien auraient tourné les talons pour détaler comme des lapins? Chut, arrête, protesta Enzo en l'étreignant. Je crois que je suis tombé amoureux à la minute où je t'ai vu. Nous, on a juste commencé par les épreuves. Maintenant, c'est le bonheur qui nous attend. C'est si bon de te retrouver. Je voudrais te parler de quelque chose, mais viens boire un verre, j'ai tout préparé. Alice entraîna Enzo sur le vieux canapé et lui servit un verre de champagne. Où as-tu trouvé cela? Enzo, sidéré, s'emparait de la flûte qu'Alice Guillerette lui présentait. Si je te dis que Madame Martinez a encore eu des problèmes de cervicales. Oh, elle est incroyable, cette bonne femme. Alice, après avoir trinqué et effleuré de ses lèvres les bulles dorées, reprit. Alors voilà. M'accepterais-tu comme colis supplémentaire dans tes bagages? En d'autres mots, voyant qu'Enzo stupéfait ne répondait pas, pourrais-je partir avec toi? Non! T'es sérieuse? Balbutia-t-il, n'osant y croire. Mais Miranda, tes parents, ta vie ici. Ma vie ici, ça ne veut plus rien dire. Ma vie, c'est toi, avec toi. Quant à mes parents, la disparition de Miranda m'a fait réaliser que les absences sont en moi, dans mon cœur, pas dans des tombes que tu entretiens. Où que j'aille, ils m'accompagneront, toujours et partout. La tombe ici fanera, se lézardera. La nature se la réappropriera. N'est-ce pas l'ordre des choses? Et je vais confier l'appartement à Lucas au cas où Miranda reviendrait. Sa voix se cassa. Elle enchaîna rapidement. Effectivement, je ne suis pas encore complètement guérie, mais partir si loin sans laisser d'adresse, je ne peux pas. Je veux lui laisser l'appartement disponible. Ça me rassurera, même si je n'ai plus beaucoup d'illusions. Enzo lui serra la main, en silence. Tu ne dis rien? Que dire? Tu me donnes la plus belle marque d'amour. Je t'emmène dans une vie que je ne connais pas. Ça s'appelle l'aventure. Si j'étais rationnelle et raisonnable, je nous inventerais une vie tranquille et sécurisée ici. Pourtant, je sens que je dois partir. Tu es consciente de ça? Absolument, et je veux en être. Je veux que ma vie soit utile. Je serai bien, même dans l'inconfort, si tu es là. On part quand?